Bonjour et bienvenue. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas nul au yoga? On va revenir sur 5 choses primordiales qu'il faut absolument faire au yoga. Alors oui, on dit que simplement respirer, c'est faire du yoga, c'est la fondation, je suis d'accord, mais il y a quand même des petites règles à suivre pour ne pas se blesser, pour avoir les bénéfices, voilà, être vraiment bien sur le tapis. Donc je vais vous donner 5 clés, 5 petites choses à penser quand vous vous mettez sur le tapis. Est-ce que vous le faites ou pas? Vous me direz à la fin de la vidéo. La première chose dont on ne pense pas, qu'on ne sait pas si on n'a pas fait un peu d'études d'anatomie ou si on ne s'intéresse pas au sujet, c'est de ne pas mettre en avant la souplesse par rapport à la force. À chaque fois que je dis que je suis prof de yoga, les gens disent toujours la même chose. Ah non mais moi je peux pas, hein. Je suis un manche à balai, je ne peux pas toucher mes pieds, je peux pas toucher mes genoux, j'ai pas de souplesse, je peux pas faire du yoga. Le yoga, c'est pas de la gymnastique déjà, ce n'est pas une compétition de je touche mes orteils, je ne touche pas mes orteils, c'est limite rien à voir. En fait c'est un bénéfice qu'on a à la souplesse. Mais du coup j'ai remarqué ici en prenant des cours à Bali qu'il y avait des femmes c'est souvent les femmes, qui avaient des souplesses incroyables. Elles faisaient des grands écarts d'un sens, de l'autre, blablabla. Mais quand je les regarde faire un chaturanga, donc les pompes vers le bas et remonter, elles n'ont pas de force. Et c'est là qu'il y a un problème. Il ne faut pas mettre sa souplesse comme quelque chose de plus important que sa force. Le yoga, c'est vraiment un équilibre, balance son équilibre du coup, sa force et sa souplesse. Donc si vous faites plein de cours, plein d'étirements, du yin pour aller dans une grande souplesse, mais que derrière vous n'avez pas de force, vous allez être déséquilibré, mais du coup ça veut dire blessure, parce que vous allez être comme un chewing-gum, il n'y a rien qui va pouvoir retenir, vous allez relâcher vos joints, vos articulations, tout sera ouvert, mais derrière il n'y aura pas la force, le muscle pour retenir tout ça en place. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave quoi, ouais, vraiment vous allez être un chewing-gum, voilà, avec pas la force nécessaire pour retenir tout ça. Moi personnellement, ce que je fais pour être sûre que je ne fais pas trop de souplesse par rapport à ma force, c'est que j'ai un ratio. Donc il faut savoir que déjà, vous n'avez même pas besoin de penser à travailler votre souplesse sur le côté. Ce que j'appelle travailler la souplesse sur le côté, c'est faire des cours de yin yoga ou faire simplement des étirements le matin, le soir pour aller venir chercher du coup l'étirement, ressentir l'étirement dans votre corps pour gagner en souplesse. Donc si vous allez qu'à des cours de vinyasa, c'est bon. N'importe quel cours de yoga va vous donner de la souplesse, mais par contre, n'importe quel cours de yoga ne va pas vous donner de la force. Si vous ne faites que du yin yoga, par exemple, et des étirements, vous allez juste être souple. Le yin yoga, c'est vraiment un relâchement. On utilise la gravité du sol pour s'étirer. Donc vraiment, les muscles sont passifs. Ce sont des postures passives qu'on appelle. Alors que Vinyasa, on va travailler beaucoup des étirements de la souplesse dans des postures actives où le muscle est actif. Donc on va travailler du coup le muscle, la force et la souplesse. Voilà. Donc, si vous ne faites que du vinyasa, etc., tout est bon, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Mais si vous voulez travailler votre souplesse de côté, faire des étirements, vous voulez absolument faire le grand écart, ça vous amuse d'avoir cette petite compétition avec vous-même, ou alors vous avez un fascia qui pour vous sentez que vraiment la souplesse, ça peut vous aider dans votre santé, du coup, je vous invite à faire, moi ce que je fais, j'ai un ratio. En fait, je vais jamais faire moins de 3 cours, entre 3 et 5 cours de force, donc 5 vinyasa, 5 hatha, 5 ashtanga, 5 heures de cours pour une seule heure de yin ou d'étirement. La souplesse, qu'il faut savoir, c'est qu'on a un maximum où on atteint les bénéfices dans notre semaine. Donc, il y a en fait un minimum à faire, mais aussi un maximum. Si vous vous étirez tous les jours pendant 1 heure, en fait, vos bénéfices, ils vont stagner au bout du 3e jour. Dans les études scientifiques, ils disent que par muscle, par étirement, il ne faut que 3 minutes pendant 3 jours par semaine. Donc, si je travaille mon grand écart, par exemple, chaque muscle, donc par exemple là au niveau des cuisses, je vais m'étirer, je sais pas, l'avant des cuisses par exemple, et ben je peux mettre un compteur entre 3 à 5 minutes, et je le fais que 3 fois dans ma semaine, c'est bon, je serai au maximum de ce que les études scientifiques ont prouvé qui allait augmenter ma souplesse. Si je fais plus, je vais pas vraiment gagner plus en souplesse. Par contre, si je fais moins, bon ben là, je vais avoir les résultats moins rapidement. Après, il faut se rappeler qu'en effet, il y a différents groupes d'étirements. Donc, un jour, vous faites les jambes, le lendemain, vous faites le haut du corps. Ben là, du coup, c'est bon, vous pouvez le faire tous les jours, puisqu'à chaque fois, vous êtes en train de mettre en target, en cible, un groupe différent. La deuxième clé, c'est de ne pas méditer. Vous êtes
mauvais au yoga si vous skippez, vous n'allez pas à la méditation à chaque fois. Il faut savoir que le yoga, ça a été créé pour aller dans cet état de méditation où le corps, en fait on prépare le corps pour ne pas avoir de douleur, ne pas avoir le corps qui nous envoie des messages alors qu'on essaye simplement de méditer. Donc le yoga, ça a été créé pour ça. Donc quand vous ne méditez pas, en fait, pour un yogi, vous ne faites pas de yoga. La méditation, c'est la base. Et ensuite, on ajoute la pratique physique. Donc si à la fin de la vidéo YouTube que vous regardez pour votre cours, vous arrêtez au moment de la méditation pour aller faire autre chose, vous n'avez pas tous les bénéfices. Vous venez travailler pendant une demi-heure, 1 heure votre corps pour avoir ce fruit de votre travail et avoir ce relâchement du corps et cette élévation de l'esprit vers quelque chose d'autre. Vous ouvrez votre corps et votre esprit à l'univers. C'est parti en spirituel là, mais c'est vraiment ce qu'on ressent après un certain niveau de yoga. Et là, au lieu d'aller chercher ce fruit, aller chercher ce trophée, vous skippez. Donc vraiment, c'est dommage quoi. Et j'en vois aussi même dans des studios qui vont se lever au moment où tout le monde s'allonge ou se met en tailleur pour faire la méditation. Il y a des gens qui vont se lever en mode « Ah, je faut que j'aille chercher les enfants à l'école, que j'aille cuisiner ». C'est entre 5 et 10 minutes et ça fait un bien fou. Donc essayez de ne pas louper votre méditation, c'est pour vous. La troisième clé, c'est au niveau des connaissances de base, les fondations. Donc déjà, est-ce que vous connaissez vos postures? Est-ce que si je vous dis guerrier 2, vous allez savoir vraiment comment on met sa jambe de derrière, son pied derrière à 90 degrés, son genou de devant à 90 degrés, les hanches sont placées comme ça, les bras, les épaules comme ça. Si vous avez toutes ces fondations-là, là, vous allez pouvoir faire un vinyasa, faire du ashtanga, etc. Mais n'allez pas plus vite que la musique, ok? Donc on est bon au yoga quand on sait ce qu'on sait et qu'on se rend compte que ça en vrai j'ai besoin qu'un professeur me rappelle ça parce que je sais pas exactement la fondation de toutes ces postures là. La salutation au soleil, je suis incapable de la faire tout seul en me souvenant de tout l'enchaînement. Là, allez à votre hatha, allez à des cours plus faciles, demandez à votre professeur quel est le cours le plus facile parce que on dit que vinyasa, ashtanga, etc. c'est plus difficilement vrai. Il y a des vinyasa avec certains profs qui vont être très faciles et avec d'autres qui vont être inimaginables. Donc si vous n'êtes pas sûr, allez simplement à la fin du cours demander à votre prof est-ce que ce cours ça avait l'air d'être trop difficile pour moi parce que au niveau de ma souplesse, ma hanche n'est pas du bon sens. Est-ce que ça c'est un problème pour faire la posture et avoir tout l'intérêt de la posture ou est-ce qu'au contraire je peux rester là et puis au fur et à mesure ça. Donc c'est un peu difficile à savoir en fait parce que pour moi, si vraiment tout le cours ça avait l'air d'être atrocement difficile, on a l'impression de jamais avoir la force et la souplesse et l'équilibre de faire chaque chose un minimum correctement, vaut mieux aller à un cours un petit peu plus facile et sentir qu'on a quand même une aise dans son corps pour ressentir les bénéfices. Sinon, c'est risque de blessure, etc. La quatrième clé, c'est mettre son ego avant son corps. Donc vraiment écouter sa tête avant d'écouter son corps. On est là dans une pratique qui est physique, qui apporte ensuite du spirituel, mais qui à la base de la base est physique. Donc il faut savoir de quoi est-ce qu'on est capable, pas au niveau de sa tête, mais de son corps. Et j'adore dans le yoga quand on emmène les élèves à faire une pause et on va leur dire « Et on va essayer ça aujourd'hui, voir comment le corps répond. Aujourd'hui, maintenant. » Pas comment on était hier, non pas comment on veut être demain, mais maintenant. Parce qu'il y a un jour où on va réussir à toucher nos orteils et le jour d'après, on est à nos genoux. Et c'est juste que le corps, il est vivant en fait. Donc il y a des moments où on va réussir à faire quelque chose et après, ça va nous mettre 2 semaines, 1 mois pour réussir à refaire la chose qu'on a fait le mois dernier. Mais on lâche ça. On lâche notre esprit qui nous dit « Mais j'avais réussi à faire ça, je veux travailler ça. » Non. Comment est-ce que je sens mon corps aujourd'hui? De quoi est-ce que je me sens capable aujourd'hui sans me blesser, sans aller trop loin, sans me comparer à la personne à côté, sans aller trop vite pour pas me blesser et sans aller au-delà de ma fatigue parce que ça aussi la fatigue ça peut se blesser. Et c'est là que je trouve que c'est très intéressant de faire du yoga à la fois dans un studio et à la fois à la maison. À la maison, on n'a personne qui nous regarde. On peut poser la vidéo, on peut se dire ça fait 10 minutes en fait ça me saoule, je vais m'allonger, méditer pendant une demi-heure. Notre ego, il est un petit peu plus silencieux quand on est seul dans une pièce. Par contre, quand on va au studio, là, notre ego, hop, il se réveille. Oh non, mais la personne à côté, elle va me voir, la prof va me voir. Non, moi, je peux faire une salutation aussi rapide que les autres. Et en fait, on est encore plus dans notre tête plus que dans notre corps. Et ça arrive à tout le monde. Il y a 2 semaines, j'étais un peu fatiguée, le cours de vinyasa allait assez vite, c'était un cours très très demandant et à un moment donné j'ai fait un vinyasa trop rapide donc j'ai pas placé mes mains au bon endroit quand je suis descendue à mon chaturanga, donc à la pompe inversée et du coup en faisant ça je me suis blessé l'épaule
parce que je suis pas descendue dans le bon angle. Et c'est là qu'on revient au point numéro 3, les connaissances. Là, je savais que mon épaule n'était pas dans le bon endroit, mais j'écoutais ma tête. Non, il faut que je me dépêche pour arriver au même niveau que les autres. Et alors que j'aurais dû me dire non, on prend son temps, on prend son temps. Donc, ne pas se comparer et ne pas se dépêcher et être dans sa respiration, dans son corps. On n'est pas à un cours de danse où on doit suivre un tempo comme tous les autres, comme la musique autour. Pas du tout. On est dans notre musique à nous. Notre respiration est notre musique. C'est beau. Faut que je réutilise ça pour un reel ou pour un short. Et enfin, on en vient au 5e point, donc le plus important. En fait, quand j'écrivais cette vidéo YouTube, j'en ai parlé à une de mes meilleures amies qui est prof de yoga et qui a un studio à Séoul en Corée. Et je lui ai dit, pour toi, c'est quoi la clé, la chose la plus importante au yoga? Évidemment, elle m'a répondu, c'est évident, la respiration. Je lui ai dit oui, mais bon, c'est un peu compliqué de leur expliquer que la respiration c'est le plus important. Elle m'a dit mais la respiration c'est la clé du mouvement, c'est la clé de la pleine conscience. Et voilà, c'était ça la dernière petite touche, c'est la respiration. Que vous fassiez du vinyasa ou pas, parce que le vinyasa c'est le lien entre le mouvement et la respiration, mais en hatha yoga, vous allez avoir 5 respirations par posture, mais vous êtes en pleine conscience de cette respiration, du moment de... J'ai vu un guérisseur balinais il y a 2 semaines et il m'a dit n'oublie pas l'univers qui est autour de toi, n'oublie pas les éléments un peu magiques qui sont là autour de toi, le feu, l'eau, l'air. Et il m'a dit regarde cet air qui rentre en toi et qui ressort à chaque fois, cet univers qui rentre en toi et qui ressort à chaque fois. Là, raconté dans une vidéo YouTube, ça n'a pas l'air incroyable, mais sur le moment, avec un beau balinais, avec ses habits, ce moment incroyable, les petits singes qui se baladaient à côté de nous, les bruits de la rizière, etc. C'était incroyable de me dire la respiration me donne et me relâche à chaque fois. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup au yoga, mais c'est tellement, tellement magique. Ces 5 points-là, on y travaille toute sa vie. On essaie toujours de se souvenir, écoute ton corps, écoute pas ta tête, ta respiration, ta méditation, tes connaissances, on y revient toujours, toujours. Donc, vous prenez pas la tête, juste essayez de vous rappeler ça la prochaine fois que vous irez sur votre tapis. Je vous souhaite une très, très bonne pratique et à très bientôt.